Alors, je me posais une question en préparant notre analyse d'aujourd'hui. Ah oui, ok. Et si les plus grandes idées, les intuitions les plus profondes en fait, si elles naissaient dans le silence le plus total? C'est une excellente question pour commencer. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée qui, franchement, semble complètement à contre-courant. La solitude. C'est vrai qu'on entend tout et son contraire là-dessus. Exactement. D'un côté, on nous parle d'une épidémie de solitude. C'est un terme très lourd, presque angoissant, hein. Oui, ça associe tout de suite le fait d'être seul à une souffrance. C'est ça. Et de l'autre, on a sur la table tout un tas de sources, des études, des ouvrages de psycho, qui nous disent l'inverse. Que c'est un outil. Un outil surpuissant de développement personnel. Donc, la mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce paradoxe. Comment la même chose peut être à la fois un poison et un remède. La question est parfaitement posée. Et en fait, la réponse tient en un seul mot. Lequel? L'intention. Pour y voir clair, il faut tout de suite faire une distinction qui est fondamentale. Celle qui change absolument tout. D'accord. Il y a deux types de solitude qui, en réalité, n'ont rien, mais alors rien à voir l'une avec l'autre. D'accord, alors commençons par la première. La première, c'est celle qu'on subit, l'isolement qu'on n'a pas voulu. Les sources utilisent une image que je trouve très forte. Oui. Une faim émotionnelle. Ces sentiments de vide-là, qui persistent même quand on est au milieu d'une foule. On peut être dans une fête bondée et se sentir... Terriblement seul. C'est de cette solitude-là qu'on parle quand on évoque une épidémie. C'est une vraie souffrance, avec des conséquences bien réelles sur le bien-être. Et donc, à l'opposé, j'imagine qu'il y a la solitude qu'on choisit. Voilà. Et là, le décor change complètement. Ce n'est plus une absence, c'est un acte. C'est comme si on appuyait délibérément sur un bouton pause. C'est exactement ça. Dans nos notes, il y a le témoignage de Claire, 34 ans, et ça m'a vraiment marqué. Racontez. Elle explique qu'elle avait une peur bleue de se retrouver seule. Son agenda était rempli à ras-bord juste pour éviter le vide. Un cas classique. Poussée par l'épuisement, elle s'est forcée, vraiment forcée, à s'isoler 30 minutes par jour. Au début, c'était l'enfer. Je l'imagine sans peine. Et puis, en 3 semaines, c'est dans un de ces moments de calme qu'une idée a germé. L'idée d'un projet pro. Et ce projet, 6 mois plus tard, Il a marché. il lui a permis d'augmenter ses revenus de 30%. C'est un exemple parfait. Ça illustre ce qu'on appelle en psychologie l'agentivité, le fait de se sentir acteur de sa vie. Elle n'est plus victime de son agenda. Non, elle en devient l'architecte. La différence entre subir et choisir, c'est ce sentiment de contrôle. Des auteurs comme Hervé Magnin ou Renuka Gavrani insistent beaucoup là-dessus. Sur cette transformation, Oui, en passant d'un état passif à un acte volontaire, on transforme une expérience qui peut être négative en un formidable levier de croissance. c'est fascinant. On part de la même situation, être seul, mais le simple fait de l'avoir choisi en change toute la nature. Complètement. Alors, si on accepte cette idée, quels sont les effets concrets de cette solitude choisie? La première chose qui saute aux yeux dans les sources, c'est l'effet quasi immédiat sur notre système nerveux. Oui, c'est le bénéfice le plus direct, la réduction du stress. On est bombardé de stimuli au quotidien, c'est incessant. Le cerveau est toujours en alerte. Tout le temps. Et s'offrir un moment de solitude volontaire, c'est littéralement permettre à notre système nerveux de se réinitialiser. Un reset. Un exemple tout bête, rentrer du travail tendu Ouais. et juste se poser 20 minutes sur le canapé. Sans téléphone, sans écran, sans rien. Juste ça. Le rythme cardiaque baisse, la production de cortisol, l'hormone du stress, diminue. Mais cette baisse de stress, en fait, ce n'est que la surface. C'est-à-dire qu'une fois que le bruit extérieur se calme, on peut enfin commencer à s'entendre soi-même. Et ça ouvre la porte au deuxième grand bienfait. Qui est? La reconnexion à son authenticité. Toute la journée, on porte ce que les psychologues appellent le masque social. On joue un rôle. Oui, on s'adapte, on se conforme aux attentes des autres, au travail, en famille, avec les amis. C'est épuisant. Et la solitude choisie, c'est le moment où on peut faire tomber ce masque. Exactement. On n'a plus personne à impressionner, plus rien à prouver. On peut juste être soi, sans filtre. L'ouvrage de Gérard Maicron, par exemple, il voit la solitude comme le vrai berceau d'une vie adulte authentique.
Ça me fait penser à cette image un peu cliché, mais tellement vraie, de danser seul dans son salon sur sa chanson préférée. Ah, mais c'est exactement ça. Ce sentiment de liberté totale, où on n'a de compte à rendre à personne. C'est une expression pure de soi sans la peur du jugement. C'est ça. D'accord? Et quand l'esprit est libéré de ce poids social et du stress, il se passe un autre truc fascinant sur le plan neurologique. Ah oui. C'est le troisième bénéfice, la créativité. Mais ce n'est pas juste avoir des idées, c'est un processus bien réel. Expliquez-nous ça. En coupant les stimuli extérieurs, on permet au cerveau de basculer dans ce que les neuroscientifiques appellent le mode réseau par défaut. Le mode réseau par défaut. Oui, c'est un état où le cerveau, libéré de ses tâches immédiates, commence à faire des connexions entre des idées, des souvenirs, des connaissances qui d'habitude ne se rencontreraient jamais. Ah, donc l'idée de génie qui nous vient sous la douche. Ce n'est pas un cliché, C'est de la neurobiologie en fait. c'est de la neurobiologie. On crée les conditions pour que le cerveau fasse des associations improbables. C'est dingue. Et ce vagabondage mental ne mène pas seulement à des idées créatives, il nous conduit aussi au cœur de nous-mêmes. Et ça, c'est le quatrième point, La connaissance de soi. précisément. La solitude, c'est le cadre idéal pour l'introspection, pour se poser les vraies questions. Est-ce que cette vie me convient vraiment ? Quelles sont mes valeurs profondes, au-delà de ce que la société attend de moi ? Des questions qu'on n'a jamais le temps de se poser. Jamais. Il y a un psychanalyste, Donald Winnicott, qui avait un concept très fort pour ça, la capacité d'être seul. Pour lui, ce n'est pas un état, c'est une compétence Une compétence qui s'apprend. qui s'apprend et qui est le fondement d'un moi solide et d'une vie intérieure riche. Donc, une simple marche en forêt peut se transformer en séance de coaching personnel intensive. Tout à fait. C'est souvent là qu'on réalise qu'on veut changer de carrière ou qu'on se décide enfin à lancer ce projet qu'on repousse depuis des années. C'est un moment de clarté. Mais tout ça, c'est super si on aime déjà être seul. La vraie question, et c'est là que les sources deviennent vraiment contre-intuitives, c'est est-ce qu'on peut apprendre à aimer ça, même si on en a horreur au départ ? Et c'est le point le plus surprenant et je trouve le plus porteur d'espoir. La réponse est un grand oui. Comment c'est possible ? Le mécanisme psychologique s'appelle la réévaluation cognitive. C'est un peu technique comme nom, mais l'idée est simple. D'accord ? Il s'agit de changer consciemment l'histoire qu'on se raconte sur un moment seul. Une étude fascinante a suivi des personnes qui se décrivaient comme chroniquement seules. En leur apprenant juste cette technique de réévaluation, les chercheurs ont observé une baisse mesurable du cortisol. En quelques semaines, C'est la preuve que notre perception, peut littéralement changer notre biologie. c'est incroyable. On peut donc reprogrammer notre cerveau pour qu'il apprécie la solitude ? C'est ça l'idée. Il y a un exemple dans une des sources qui est très parlant, une personne qui redoute les dimanches soirs. Le fameux blues du dimanche soir. Exactement. Synonyme de solitude angoissante pour beaucoup. Au lieu de subir en se disant « je suis encore seule ce soir », elle décide activement de transformer ce moment. Elle réécrit l'histoire. Voilà, elle se dit « c'est mon rituel cinéma et played ». Elle choisit un bon film, se prépare un thé. Et petit à petit, ce qui était une source d'angoisse devient un moment de confort. Un moment attendu avec impatience. C'est tout le pouvoir de l'intention. On passe d'une absence subie à une présence à soi qui est choisie. Pour que ce soit encore plus clair, il y a une analogie dans nos notes que j'ai trouvée géniale. Ah oui, celle du goûter d'anniversaire. C'est ça. Imaginez que la vie sociale, c'est une super fête. C'est bruyant, c'est fun, il y a des jeux, du gâteau. Que du bon. Oui, mais si on ne fait que manger du gâteau sans jamais s'arrêter, on finit par avoir mal au ventre. On est écœuré, on n'apprécie plus rien. C'est une bonne image. La solitude choisie, c'est le moment où l'enfant décide de lui-même d'aller passer 10 minutes dans sa chambre. Juste pour jouer tranquillement avec ses Legos. C'est ça. Il n'est pas puni, il ne boude pas, il choisit une pause. Et quand il retourne à la fête, Il est en pleine forme. en pleine forme, il a de nouvelles idées de jeu et il est encore plus content de retrouver les autres. C'est une excellente métaphore. Elle montre parfaitement que la solitude volontaire, ce n'est pas un isolement, une rupture avec le monde. C'est une recharge. C'est une recharge stratégique. C'est cette pause qui nous permet de mieux profiter de la fête, de revenir plus fort, plus créatif et plus disponible pour les autres. Donc ça ne consiste pas à fuir les autres. Non, ça consiste à se retrouver soi-même pour justement mieux se connecter à eux ensuite. La solitude choisie renforce nos liens sociaux, elle ne les détruit pas. Cette idée de moment recharge est très très parlante, mais j'imagine que pour beaucoup, l'obstacle, c'est pas de comprendre les bienfaits. C'est trouver le temps.
de trouver le temps, ou même l'envie? Est-ce que les sources donnent des pistes concrètes pour ceux qui se disent « c'est bien joli, mais mon agenda est plein à craquer ». Oui, et elles sont très pragmatiques. La première chose à retenir, c'est ce qu'on pourrait appeler la règle d'or. Laquelle? 15 à 30 minutes par jour. L'important, ce n'est pas la durée, c'est la régularité. Et, encore une fois, l'intention. Ça doit être un vrai rendez-vous avec soi-même. Exactement. Pas un temps mort subi entre deux activités. Ensuite, les articles suggèrent d'adapter la pratique à sa personnalité, pour que ça ne devienne pas une corvée, quoi. C'est-à-dire qu'un extraverti et un introverti n'aborderaient pas la chose de la même manière. Tout à fait. On peut imaginer en gros 3 grands formats. Pour un tempérament plus contemplatif, L'introverti classique. voilà, 30 minutes le soir, avec un livre, un carnet ou juste pour méditer, c'est parfait. Pour quelqu'un de plus actif, qui a besoin de bouger pour se vider la tête, L'extraverti. oui, 20 minutes de marche ou de footing le matin, seul, sans podcast, juste le bruit de l'environnement, c'est idéal. Et pour les autres, Et pour un profil plus créatif ou hybride, 15-20 minutes à la pause déjeuner pour dessiner, jouer d'un instrument ou même cuisiner en pleine conscience, ça peut faire des merveilles. l'idée c'est de trouver son propre rituel. C'est ça. On peut même se faire un mini-planning pour s'aider à démarrer, non? Lundi, 20 minutes de marche. Mardi, 15 minutes d'écriture. Bien sûr. Le but, c'est de transformer ça en habitude, comme se brosser les dents. Et il y a une dernière astuce psychologique très efficace pour ancrer cette habitude, c'est la technique de recadrage mental dont on parlait. D'accord. Chaque fois qu'on commence ce moment seul, il faut se dire consciemment, dans sa tête, c'est mon moment recharge. Ah, juste cette phrase. Juste cette phrase, répétée, elle change tout. Le cerveau finit par associer ces instants de solitude à une sensation de bien-être, de revitalisation. Il ne va plus le voir comme un vide à combler. Mais comme une récompense à rechercher. Voilà. Je l'avoue, j'ai essayé ça. Au lieu de voir mon trajet quotidien en transport comme une corvée, j'ai commencé à me dire « c'est mon moment de lecture sans interruption ». Et alors ? Ça ne transforme pas le RER en palace, mais ça change complètement l'expérience du temps qui passe. C'est l'illustration parfaite du principe. Finalement, si je résume le voyage qu'on vient de faire, on est parti d'une idée un peu angoissante, cette épidémie de solitude, pour arriver à une vision beaucoup plus nuancée et même positive. La solitude choisie n'est pas un luxe, mais un besoin vital pour notre équilibre. Tout à fait. On a vu qu'elle réduit le stress, nous reconnecte à notre authenticité, booste notre créativité et accélère la connaissance de soi. Et surtout, Que c'est une compétence qui s'apprend, même pour ceux qui en ont peur. c'est exactement ça. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point toutes les sources, qu'il s'agisse d'études scientifiques pointues ou d'ouvrages de psychologie de fond, convergent toutes vers cette même idée. C'est un consensus. C'est un vrai consensus. Apprivoiser la solitude, la transformer en une alliée, c'est l'un des outils les plus puissants et les plus accessibles qu'on ait. Ce n'est pas une question de personnalité, d'être introverti ou extraverti. C'est pour tout le monde. C'est une question de santé mentale et d'épanouissement pour tout le monde. L'invitation est donc lancée. Pourquoi ne pas commencer dès ce soir? Un simple objectif, 20 minutes, sans pression. Juste pour voir ce qui se passe. Voilà. Et pour laisser matière à réflexion, une dernière pensée. Si la solitude est un espace pour se retrouver soi-même, quelle est la première chose que l'on espère y découvrir ou redécouvrir ?